Immédiat n'a pas de publicité. C'est pour cela que nous sommes libres. Mais Immédiat a un coût, de l'ordre de 2000 € par émission. Voilà pourquoi nous avons besoin de vous. Il suffit que chaque semaine, 100 d'entre vous donnent 20 €, ou que 20 d'entre vous donnent 100 €, et nous pourrons vivre. Pour maintenir l'intégrité d'Immédiat, nous comptons sur vous. Bienvenue dans ce nouvel Immédiat. Bonjour Hervé. Bonjour Jean-Yves. Moscou aurait de quoi compromettre Trump, dont une sextape. Ce sont les titres du 11 janvier. La presse va s'emballer autour d'un pseudo-rapport des renseignements américains non vérifiés. Une rumeur, une affaire qui fait pchit. Les Russes, Trump, une sextape, tous les démons de la presse sont réunis pour faire un cocktail d'intox. Délégation française en Syrie pour rencontrer Bachar el-Assad. La délégation attaquée devient dans les médias une délégation retardée. Les journalistes étaient présents pour interroger le président syrien. 3 médias? Non, 4. Boulevard Voltaire était présent, mais a été occulté par la presse. Laurence Haïm, l'ancienne correspondante d'ITélé aux États-Unis, retourne sa veste et passe du journalisme au politique. Le 11 janvier, elle a annoncé rejoindre l'équipe d'Emmanuel Macron, l'Obama français, décryptage de rapports incestueux entre Macron et les médias. Et vous retrouverez votre zapping et les tweets de la semaine. Sextape du président américain Donald Trump. C'est CNN qui va publier en premier cette information, comme quoi les services de renseignement américains auraient un dossier de 35 pages affirmant que les Russes auraient une sextape du président américain. Cette sextape permettrait de faire chanter le nouveau président. Cette rumeur, puisque le fichier, en tout cas des renseignements américains, n'est pas du tout vérifié, va s'étendre dans les médias comme une véritable traînée de poudre. BFM, Moscou aurait de quoi compromettre Trump dans une sextape. Vanity Fair, les Russes voudraient faire chanter Donald Trump avec une sextape. Commentaire Jean-Yves sur ce titre. Oui, là on voit qu'on attribue aux Russes la volonté de faire chanter Trump. On avance un peu plus loin dans... en gros, l'opération d'intoxication des médias contre Trump. La culpabilité n'est donc plus sur Donald Trump, mais sur les Russes. Le Parisien, États-Unis, selon une note secrète, Moscou dispose d'une sextape sur Trump. On note, Jean-Yves, notamment l'absence de conditionnel dans le titre. En revanche, dans le sous-titre, c'est un mémo invérifié de 35 pages. En revanche, on a bien l'article et le titre sans conditionnel. Alors, ce qui est quand même remarquable, c'est qu'on publie une information dont on nous dit qu'elle est invérifiée. Invérifiée. L'Express sextape, lien avec la Russie, un rapport explosif charge Donald Trump. Toujours sans conditionnel, en tout cas dans le titre. Un peu plus loin dans l'article, un rapport de 35 pages a été présenté par les chefs du renseignement américain à Donald Trump en cours de vérification. Cette fois-ci, on avait invérifié, l'Express nous dit en cours de vérification. J'ai envie de dire ce qui crédibilise la véracité de ce rapport de 35 pages. L'Obs, sextape et compromission, d'où vient la note secrète sur Trump? Des échanges secrets entre son entourage et le pouvoir russe, une vidéo le montrant en mauvaise posture. C'est le mauvais jeu de mots de l'Obs. Mais assez rapidement, cette affaire fait pchit. Les protagonistes sont trop gros, le dossier est grossier. Et une autre rumeur va circuler, ce serait le forum 4chan. Ce n'est pas, comme nous l'avons évoqué la semaine dernière, 4cam, qui est un site pornographique. Là, c'est un espèce de forum qui est souvent défini comme la poubelle de l'Internet. Dans un post d'un de ce forum, eh bien,
Un internaute a dit qu'il était à l'origine de l'histoire évoquée dans ce rapport des renseignements américains, si on peut dire qu'il vient des renseignements américains. Le JDD européen, révélation gênante contre Donald Trump et premier scandale de sa présidence. Jean-Yves, quid sur ce titre ? D'abord, la présidence Trump n'a pas commencé, elle va commencer après son intronisation. Et on est là encore dans l'intoxication, la désinformation, la volonté de diaboliser, de décrédibiliser Trump. On est typiquement, c'est le JDD et européen, on est typiquement dans une action de propagande. Ce sont des médias de propagande. Pourquoi l'absence de conditionnel est-elle gravissime dans ces titres ? Si vous voulez, le titre avec conditionnel est déjà discutable. Parce que l'information n'est pas absolument vérifiée, elle est grave, et donc déjà utiliser le conditionnel, c'est probablement une imprudence. Mais ne pas utiliser le conditionnel, là, c'est une désinformation manifeste. Quel impact sur les esprits des lecteurs ? De toute façon, là encore, on va se répéter, mais il le faut, ce qui compte, c'est la première frappe. La première frappe, elle rentre dans l'esprit des auditeurs, des spectateurs, des lecteurs. Et le correctif, il compte infiniment moins. Et donc, je serais tenté de dire, aujourd'hui, on sait, 24 heures après, ça a été très rapide, le dégonflement de cette affaire, on sait que c'est bidon, mais n'empêche que ça a contribué à diaboliser, décrédibiliser l'image de Trump. Même si c'est bidon, c'est pas grave, l'effet est fait. Le pire dans cette affaire, c'est BuzzFeed News, BuzzFeed américain, parce qu'on a aussi un BuzzFeed français, qui va publier l'intégralité du rapport, les 35 pages du rapport stabiloté, avec les passages intéressants. Sauf que le soir même, l'affaire fait pchit, et Trump, au moment de sa conférence de presse, va charger non seulement BuzzFeed, mais aussi CNN qui avait demandé la parole au moment de la conférence de presse. Voici la réponse du président américain. « Je ne vous donnerai pas la parole, vous êtes de l'information bidon. » Le lendemain, c'est BuzzFeed qui est le coupable. BuzzFeed qui est le coupable pour tous les autres médias qui se sont emballés derrière cette rumeur. Le Monde Média, BuzzFeed accusé de propager des rumeurs sur Donald Trump et la Russie. Il en va de même pour le blog de Jean-Marc Morandini, décrédibilisé après la publication d'une note non vérifiée sur Donald Trump, le site BuzzFeed lynché par tous ses confrères. C'est assez intéressant parce qu'on concentre le tir sur un site internet pour épargner CNN, qui est donc une grande chaîne de télévision en continu, et épargner tous les médias officiels qui ont repris l'information et qui sont donc parfaitement responsables de leur intox. Là, on a trouvé le bouc émissaire. Oui. Et c'est les méchants d'Internet. Et CNN est épargné, alors que CNN est le premier à avoir lancé cette information. Absolument. Et Trump ne s'y est pas trompé puisque il leur a coupé le sifflet en disant « Vous êtes un média bidon, les Allemands parlent de la Lugenpresse, la presse mensongère, nous parlons des médias de propagande », ça se confirme une fois de plus. Jean-Yves, la conclusion de cette partie ? La conclusion, c'est très simple. Vous avez Trump qui est un méchant, vous avez la Russie qui est un méchant, et vous avez une affaire de sexe entre les deux, ça c'est bon coco, on peut y aller et on y va. Ça fait du buzz, ça fait du mal, c'est faux, c'est pas grave. Eh bien, Jean-Yves, place au zapping des médias et aux commentaires de Jean-Yves sur le zapping. Des tentes complètement gelées, recouvertes de neige. À Moria, sur l'île grecque de Lesbos, ce camp de réfugiés subit de plein fouet la vague de froid qui touche l'Europe. Les abris déjà précaires s'effondrent sous le poids de la neige. 6000 migrants se retrouvent à dormir sans aucune protection. On va mourir là-bas, il n'y a pas de chauffage. Il n'y a pas de chauffage, donc je suis dormi sans chauffage toute la nuit. La tente est longue, mais enfin en sûreté pour Ibrahima. À tout juste 17 ans, ce Guinéen est pris en charge depuis 2 mois dans ce foyer à Valbonne. Quand le juge l'autorisera, il pourra toucher du doigt son rêve, démarrer une formation professionnelle.
À 16 ans, il a quitté sa famille et les affrontements de sa région natale. C'est un visage souriant qui est apparu à l'écran. Bonjour Léonarda, comment ça va? Bonjour, ça va bien et vous? Et là où vous habitez, c'est comment? On n'a pas de chauffage, on n'a pas de lumière, on n'a pas d'eau chaude. Effectivement, il y a quelques jours, nous nous sommes rendus chez les Dibrani, en Croatie, à quelques kilomètres de Zagreb. Léonarda avait découché depuis plusieurs jours, comme elle le fait régulièrement. Voici à quoi ressemble leur logement. Une pièce d'une vingtaine de mètres carrés avec le strict minimum, mais sans le nécessaire, l'électricité et le chauffage. Allez, on passe au focus à présent, gros plan sur une langue que l'on connaît bien ici à France 24, l'arabe. Dans le monde, 430 millions de personnes le parlent. L'arabe est tout sauf une langue rare. La France a donc voulu renforcer son enseignement dans les écoles publiques et cela pose problème. Les opposants évoquent un risque de communautarisme. Sur le plan économique, c'est tout bénéfice. Au Colorado, la légalisation a permis de créer 18 000 emplois en 3 ans. Et les taxes sur le cannabis ont rapporté 150 millions de dollars l'an dernier. Dans les rues de Marseille, pas compliqué de trouver du cannabis. Pour ses habitants, légaliser cette drogue, un projet intéressant, même s'il fait sourire de prime abord. Honnêtement, en habitant à Marseille depuis 5 ans, je pensais que c'était déjà légalisé, selon l'odeur dans les rues et sur les bus et dans le métro. Légal ou pas légal, on est obligé d'aller le payer. Et dans tous les cas, on en a envie, nous, de fumer. Avec Marine Le Pen, Karine Le Marchand trinque et elle dit « l'chaïm » à la vie en hébreu. Puisque dans cette émission, dans la vôtre, oui. on est bien traité. Oui, voilà. Toujours. Souvent. Il y a des exceptions, mais généralement, il n'y a rien à craindre ici. Alors que dans la vôtre, on est maltraité par définition. Il y a plus à craindre. Il y a plus à craindre. On est plus méchant. On est plus sincère. Que l'on puisse porter un toast en hébreu, un toast juif donc, avec l'héritière de Jean-Marie Le Pen, montrait à quel point la perception du Front National, devenu islamophobe et non plus antisémite, avait changé. De ce point de vue-là, ça exprimait une vérité politique, au-delà, que l'on peut contester, qu'on le peut regretter, ce qui est tout à fait le constat que ça... Et donc maintenant, la politique, ça devient de l'affect, de l'émotion à la petite semaine. Je trouve que c'est beaucoup mieux de parler directement au peuple sans avoir besoin... sans filtre donc et sans droit de suite. Pourquoi sans droit de suite? Vous voulez dire quoi là? Parce que quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous passez un message qui ne peut pas être directement brouillé ou critiqué par l'intermédiaire. Parce que vous brouillez les messages, alors c'est ça? 76% des Français pensent qu'on gagne aussi bien sa vie lorsqu'on est au RSA, donc qu'on bosse pas, que lorsqu'on est au SMIC et qu'on se lève tôt le matin. Et bien pourtant, c'est complètement faux. Je raconte ça parce que c'est du populisme, tout simplement. C'est souvent l'extrême droite qui dit ça et... C'est pas que l'extrême droite. Hein. Pas que l'extrême droite, mais malheureusement c'est une idée qui est très répandue. Mais monsieur, alors là, mais votre idéologie de gauche qui est vous m'avez amené qui là, franchement. Non mais c'est important que chacun puisse exprimer ses positions. C'est le projet qui mériterait une gifle. Mais il y a des études qui montrent que des enfants qui ont reçu beaucoup trop de gifles. Non mais attendez, on sait d'où viennent les femmes sur LCI. Mais on sait d'où viennent les femmes. Elles sont pas les femmes françaises. Mais moi je me. Allez, partez. Non, je sais pas qui vous m'avez mis, mais c'est un facho. La chapelle est vraiment trop petite pour accueillir les fidèles le dimanche. Alors les 23 religieux de la fraternité Saint-Vincent-Ferrier ont vu grand. Une église neuve est en construction, pas encore de toit, mais ça ne devrait pas tarder. Mais il manque 350 000 € pour boucler le budget. Belles images de la cathédrale de Nantes, je crois, Hervé. Belle mise en lumière. Après, le contenu peut-être un peu moins louable par certains côtés, mais c'est esthétique, c'est beau, c'est une belle mise en lumière. Il faut du beau. Il faut du beau. Belle cathédrale, donc c'est bien. Voilà. Alors, moins bien quand même... les séquences du début où on est dans le lacrymal. On le sent dans la voix, dans le choix des mots, dans les thèmes pour donner le sort de ces pauvres migrants, avec des petites fautes d'ailleurs, parce qu'on nous dit qu'il n'y a pas de chauffage, il y a quand même un poêle. Bon, c'est vrai qu'il fait froid en hiver, en Europe. Ils auraient peut-être pu y réfléchir avant de quitter l'Afrique. Il fait froid en hiver en Europe, oui, c'est comme ça. Puis alors, vous nous avez ressorti la route du Rhum, Hervé, avec cette brave Léonarda. Oui, c'est le Vendée Globe. C'est le Vendée Globe, que BFM est allé interroger, je crois, en Croatie. Alors là aussi, on est dans le lacrymal,
Mais franchement, quand on regarde le détail des images, on se dit quand même qu'il y a beaucoup de SDF en France qui aimeraient pouvoir avoir ce type de toit le soir quand il fait froid. Et malheureusement, ce n'est pas le cas, on le sait, notamment puisqu'il n'y a pas d'hébergement pour eux et que le 115 est débordé. Le cannabis. Alors le cannabis, la seule chose qu'on oublie de dire quand on dit qu'on va légaliser le cannabis, c'est que les bandes criminelles qui vendent du trafic du cannabis, elles ne manqueraient pas de se reconvertir dans d'autres trafics, des trafics d'êtres humains ou des trafics d'autres drogues de synthèse ou d'héroïne ou de cocaïne, que sais-je encore. Dire on va supprimer le trafic parce qu'on va légaliser le cannabis, c'est évidemment totalement faux. Et puis alors, un coup de chapeau à Collard. Un coup de chapeau à Collard qui explique au fond que pour les politiques, c'est très bien de s'adresser en direct aux gens sur Internet. Et la journaliste lui dit « Ah bah oui, mais c'est pas bien, parce que à ce moment-là, on ne peut pas brouiller l'écoute. On ne peut pas vous brouiller l'écoute. » Voilà. Brouiller l'écoute. Voilà, c'est ce que dit la journaliste, à peu près. On va brouiller le message, mais c'est pareil, on a bien compris le sens, n'est-ce pas? Eh bien, ça c'est formidable, parce que c'est l'aveu que les médias sont là pour surimposer un message au message des politiques que sans doute les électeurs, les citoyens, les spectateurs ne sont pas à même de comprendre tout seuls. Donc c'est très intéressant et Collard là fait preuve de beaucoup de vivacité et de répartie. Et bien voilà. Eh bien Jean-Yves, passons à notre deuxième thématique, c'est la troisième partie, interview d'Assad, médiable, où est boulevard Voltaire ? Thierry Mariani, Nicolas Dhuicq et Jean Lassalle s'étaient rendus en Syrie pour rencontrer Bachar el-Assad. Petit problème au moment du retour, au moment à l'aéroport, eh bien l'AFP va nous donner une version. Syrie, 3 députés français retardés à l'aéroport d'Alep par des obus. C'est l'AFP qui donne cette version, Le Point a repris l'information. Évidemment, comme c'est l'AFP, ce type d'information va se répandre sur l'ensemble des médias français. Syrie, 3 députés français retardés à l'aéroport d'Alep par un bombardement. Et le sous-texte, ils ont dû attendre plusieurs heures à l'aéroport avant de repartir samedi après-midi en raison de la chute d'obus. Ah, de la chute d'obus, ils arrivent sous sol du ciel. Voilà, du passif, on ne sait pas qui l'a lancé, qui les a lancés, ils tombent tout seul, un peu comme la pluie. Il y a plusieurs désinformations, effectivement, dans cette affaire. D'abord, c'est pas simplement des députés qui ont été retardés, c'est probablement une tentative d'assassinat, ou à tout le moins d'intimidation, effectuée par qui? Évidemment par des forces hostiles au président Assad, qui les étaient venus rencontrer, soit des terroristes encore présents sur le site, soit peut-être des services spéciaux d'une nation hostile à Assad. On ne sait pas. Mais ils ne sont pas tombés tout seuls. Et le fait important, c'est pas le retard. Beaucoup plus important que le retard, c'est la tentative d'intimidation ou d'assassinat. Alors, les 2 médias que j'ai montrés, la source, c'était l'AFP. Source unique. Voilà. Mais quid justement des médias qui avaient des journalistes sur place? Eh bien, France Info avait une équipe de journalistes, au moins 2 journalistes sur place. Voici le titre, l'information qui a été publiée sur Internet. Syrie, 3 députés français retardés à l'aéroport, visés par des obus. Alors, c'est toujours retardé. C'est le camion fou, et là, c'est les obus qui partent tout seuls. Petite nuance, justement, sur cet article. On a les députés français retardés, mais cette fois-ci, on a bien visés par des obus. Les obus ne tombent plus comme de la pluie, mais en revanche, les députés ont été visés. Que s'est-il réellement passé? Eh bien, en fait, tout simplement, il fallait interroger des personnes qui étaient sur place, notamment Charlotte Dornelas, correspondante pour Boulevard Voltaire, qui était présente à l'aéroport.
qui s'est passé, c'est qu'on venait de visiter, enfin les députés français et donc nous avec, venions de visiter le camp de Djibrine, qui est celui des déplacés des quartiers est de la ville d'Alep. Ils ont été accueillis là au moment des bombardements de la ville des quartiers est et de l'évacuation des rebelles, enfin des faux rebelles et vrais terroristes des quartiers est d'Alep. Et nous avons quitté cet endroit. 10 minutes plus tard, nous étions à l'aéroport d'Alep où nous devions reprendre l'avion. Et à ce moment-là, une première roquette s'est abattue sur le tarmac où nous nous trouvions, puis une deuxième. Et finalement, ce sont 8 roquettes qui sont tombées et qui visaient évidemment les députés français, pour la bonne et simple raison que peu d'avions décollent de cet aéroport. D'une part, les députés français ont emprunté le premier vol civil entre Damas et Alep, et ensuite l'aéroport n'avait pas été bombardé depuis des semaines, donc pour que ces roquettes tombent à la seconde même où les députés sont arrivés sur l'aéroport, c'est qu'évidemment ils étaient visés. Donc voilà, il a fallu attendre 3h30 dans un bâtiment que la nuit tombe pour que l'avion puisse d'abord se poser tout feu éteint dans l'aéroport et qu'on puisse repartir de la même manière discrètement vers Damas. Mais tout le monde va bien et nous sommes tous arrivés à Damas sains et saufs. Beaucoup de désinformation sur la Syrie, on le sait. Les journalistes français en sont en partie responsables. Eh bien justement, ils étaient sur place. Quel a été leur comportement ? Les morts ont été aussi dans les quartiers ouest, qui étaient par ailleurs privés d'eau, d'électricité, ce que certains journalistes semblaient ignorer parce que personne, ou en tout cas, ils n'ont pas voulu entendre ceux qui le disaient. Donc on sent un peu une confrontation entre ce qui a toujours été dit et ce qui a été cru assez naturellement par beaucoup de gens et par souvent les journalistes eux-mêmes, et ce que tout à coup on découvre. On arrive dans une ville d'Alep et on voit beaucoup d'immeubles intacts, et la première réaction c'est de se dire « Ah bon, mais la ville n'est pas complètement détruite ?» Pourtant si, on nous a quand même bien dit que la ville était détruite. En fait, non, il y a 30% de la ville qui est détruite. Alors, c'est beaucoup trop, certes, mais c'est 30%, donc ça veut dire que 70% de la ville est intacte. Par exemple, c'est un exemple, mais voilà, on sent un fossé entre ce qui a été dit par les journalistes et du coup ce qu'ils s'attendaient à voir et ce qu'ils voient. Après, c'est pour paraphraser Peggy, parce que je ne saurais pas le citer exactement, mais voilà, le plus difficile ensuite est d'accepter de voir ce que l'on voit. Et donc, on verra si les journalistes acceptent effectivement de voir ce qu'ils ont vu. Oui, voir ce que l'on voit, c'est sans doute ce qui est le plus difficile pour les journalistes. Et là, ce que Charlotte Dornelas nous raconte, c'est elle qui connaît la Syrie, parce qu'il y va très souvent, et elle est très surprise de voir ses confrères peut-être avec des guillemets, des médias officiels, qui découvrent une réalité contraire à tout ce qu'ils ont écouté et même tout ce qu'ils ont raconté. Ce qui est vraiment le plus perturbant, je crois, pour un journaliste du système, c'est le choc avec le réel. Les interviews de Bachar el-Assad sont rares. Évidemment, comme Bachar el-Assad est considéré comme un dictateur par les médias français, eh bien peu de journalistes se rendent et essayent de l'interroger. Cette interview a eu donc un impact médiatique extrêmement important. Je vais prendre cet exemple, TV5 Monde, Syrie, nous sommes sur le chemin de la victoire, affirme Assad. La source, c'est l'AFP. Sauf que dans cet article, il y a un bobard. Cette première interview à des médias français depuis la reprise d'Alep, diffusée sur la radio RTL, la chaîne de télévision LCP, ainsi que sur la radio et la télévision France Info. On passe Boulevard Voltaire à la trappe, parce que Boulevard Voltaire, n'est-ce pas, c'est un média alternatif, c'est un média dissident, ça ne peut pas être sur le même plan que les médias officiels. Eh bien justement, coup de chapeau notamment pour France 24 qui publie cet article. Bachar el-Assad salue la position de M. Fillon sur la Syrie, avec cette photo où on remarque en effet 4 bonnettes, en évidence la bonnette de Boulevard Voltaire, et pourtant, dans le cœur de l'article, eh bien, seulement 3 médias sont cités. Quid, encore une fois, des journalistes qui étaient sur place, notamment France Info. Document France Info, Bachar el-Assad, toutes les guerres sont mauvaises, c'est parfois le prix à payer. Eh bien, France Info évoque encore une fois 3 médias français, dont France Info. Donc ça, c'est intéressant, puisque si vous voulez, le journaliste, il est sur place. Il voit à côté de lui la journaliste Charlotte Dornelas de Boulevard Voltaire. Et il l'occulte dans son papier. Donc il fait de la désinformation, non pas par erreur, non pas par recopiage,
de l'AFP, il fait de la désinformation de manière ouverte, consciente, professionnelle. Alors justement, là, on fait face à un bobard. On pourrait se dire que les sites type Désintox ou Décodeur seraient là pour dire non, il n'y avait pas 3 médias, mais 4. Les Décodeurs du Monde. Dans un entretien, Bachar el-Assad se dépeint en leader démocrate, pacifiste et populaire. Pour ce qui est du nombre de médias, 3 médias français, RTL, France Info et LCP. Les décodeurs qui ont raté en tout cas leur décodage. Mais ils ont parfaitement réussi leur recodage. Car les décodeurs du Monde, comme Désintox de Libé, c'est l'intox de Libé, les décodeurs du Monde, c'est le recodage politiquement correct du Monde. Ils sont payés pour ça, et payés par les contribuables, puisque ces structures ont été mises en place par des subventions d'État durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, je crois. Il faut attendre un article de Libération qui titre un dimanche chez Bachar el-Assad avec un sous-titre « Les 3 médias étaient 4 ». Là, c'est la réinformation de Libération qui évoque le fait qu'il y avait un correspondant de Boulevard Voltaire qui était présent. Le correspondant, c'était Charlotte Dornelas. Bon, là, on peut acter que Libération a fait un travail, en l'occurrence, d'information et même de réinformation, puisqu'ils rétablissent en quelque sorte l'exactitude des faits. Reste que dans un autre article, Libération nous révèle une information. La plupart des médias ont coupé l'interview de Bachar el-Assad. Boulevard Voltaire a laissé, en tout cas, l'intégralité de cette interview. Un passage a marqué Libération, je cite, c'est les paroles de Bachar el-Assad, « Les médias mainstream qui ont échoué, leur version a été discréditée. C'est dans les médias alternatifs qu'il faut aller chercher la vérité. » L'analyse de Libération, après cette phrase, sa recommandation reprise par Boulevard Voltaire a été ignorée des 3 autres médias, de quoi alimenter les théories conspirationnistes. Écoutez, non, on va pas conspirationner, on va simplement constater. Donc on constate 2 choses. La première chose, c'est qu'il n'y a pas 3 médias qui interrogent Bachar el-Assad, il y a 4 médias, dont Boulevard Voltaire. La deuxième chose, c'est que 3 médias publient, France Inter, RTL, la chaîne parlementaire, publient des extraits. Des extraits qu'ils, selon leur expression, contextualisent, c'est-à-dire en précisant avant leur version, leur point de vue des faits, avant même de donner la parole au président syrien. En revanche, Boulevard Voltaire publie l'intégralité de l'entretien, des déclarations du président syrien, et par conséquent apporte une information plus complète, plus brute. Je dois dire d'ailleurs, moi je peux comprendre que les journaux, les médias, ne publient pas intégralement tel ou tel entretien, tel ou tel texte, tel ou tel son. Mais ce qu'ils pourraient faire, c'est mettre en ligne l'ensemble avec un lien, et chacun à ce moment-là pourrait se reporter à la source. Or, ils ne font jamais ça. Ils coupent. Ils sont sans doute obligés de couper, pour des raisons techniques, parce qu'il faut être plus rapide, etc. Mais ils devraient mettre en lien l'intégralité du document, ce que fait Boulevard Voltaire. Jean-Yves, il est temps de passer donc au tweet de la semaine.
Oh, quelques petits commentaires. Bon, d'abord, on voit de nouveaux progrès dans la novlangue, hein, avec le paumé du djihad. On voit aussi dans l'affaire Béjac, ce pédophile de Terra Nova, que l'affaire a d'abord été occultée par les médias officiels, qu'elle est sortie sur les médias alternatifs, et que les médias alternatifs ont été ensuite accusés, notamment par le Huffington Post, de désinformation, alors qu'ils ne faisaient jamais que révéler des faits établis, à savoir le caractère pédophile d'un élément très important du dispositif de gauche, notamment à travers Terra Nova, qui est l'association qui pense la stratégie de la gauche d'alliance des minorités ethniques, des minorités sexuelles et des bobos. Voilà. Il y a aussi quelque chose qui mérite un petit peu d'être souligné et qui a fait beaucoup circulé. C'est l'information, la description, au fond, dans un train de Paris à Rouen, de la prise à partie d'un contrôleur, d'une contrôleuse plus précisément, parce qu'elle est une femme, et où l'interlocuteur musulman lui dit « Tu baisses le Coran, sur le Coran, tu baisses les yeux, sur le Coran, tu baisses les yeux ». Et je dois dire qu'il faut savoir que cette bataille du regard, elle existe, et qu'il y a beaucoup de jeunes gens, de jeunes hommes, qui refusent de baisser le regard, et avec souvent pour eux des conséquences graves, car s'ils baissent le regard, s'ils ne baissent pas le regard, il y a une bagarre, cette bagarre, ils peuvent la perdre, et donc être amochés, et s'ils la gagnent, ils vont se retrouver poursuivis, et souvent condamnés, par des juges qui les accuseront de racisme alors qu'ils n'ont fait que défendre leur dignité. Et pendant très longtemps, on ne pouvait pas dire ça. On parlait de la bataille du regard il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'était un interdit. Aujourd'hui, maintenant, même le politiquement correct en convient, c'est un point important. Et il y a des villes où la bataille du regard est gagnée, je pense à Béziers notamment. Et bien, alors, j'ai encore... Non. Pardon Hervé, là j'ai encore quelque chose à souligner, à revenir un petit peu. C'est l'affaire du grand-père tirailleur sénégalais de Black M. Vous savez que quand il y a eu la campagne pour la commémoration du centenaire de Verdun et que certaines autorités avaient cru intelligent d'inviter un rappeur, Black M, il y avait eu un tollé, Black M n'avait pas pu venir et les médias de propagande avaient présenté le fait que Black M, c'est un Français, il avait un grand-père tirailleur sénégalais, ce qui est d'ailleurs autre chose, mais sauf qu'on n'a jamais trouvé la trace du grand-père sénégalais, que ça fait maintenant près d'1 an que Libération et Le Monde cherchent les traces dans les archives du grand-père sénégalais et ne les trouvent pas. On est là dans l'intox des médias de propagande. Il faut le souligner, médias de propagande qui avaient accusé à l'époque, au moment de l'affaire, c'est-à-dire en avril 2016, les médias alternatifs et la infosphère de manipulation. Eh bien non, une fois de plus, c'est les médias alternatifs et la infosphère qui avaient raison. Eh bien Jean-Yves, passons à notre dernière partie et thématique. Laurence Haïm, rapport incestueux entre Macron et les médias. Le 11 janvier, Laurence Haïm a annoncé qu'elle quittait iTélé pour rejoindre l'équipe d'Emmanuel Macron. Pure People, titre autour de « Adieu le journalisme ». Pourquoi quitte-t-elle justement le journalisme pour rejoindre Emmanuel Macron ? Eh bien, Yves Rancouronne, sur Twitter, lui a posé la question. Et pour elle, tout simplement, Emmanuel Macron représente le French Obama. C'est donc la raison pour laquelle il faut le rejoindre. Laurence Haïm, eh bien, on la connaît pour ses tweets, pour ses coups de gueule, parce que c'était une des rares journalistes à avoir accès à la Maison-Blanche, notamment aux conférences de presse, parce qu'elle a réussi à interviewer 2 fois le président Barack Obama. Elle en était complètement fan. Les tweets remarquables, eh bien, voici ce tweet, le détail de la pelouse de la Maison-Blanche, très intéressant. Elle a tweeté aussi très récemment l'équipe de communication de la Maison-Blanche, qui tweet pendant le discours d'Obama, jeunesse, opportunité et diversité. Un petit mot là-dessus,
diversité, on ne voit que des blacks. Donc c'est quand même une conception étonnante de la diversité. Après tout, il pourrait y avoir un noir, mais aussi un blanc, un hispanique, que sais-je, enfin ce qui représente un peu la population, la population américaine. Non, là, la diversité, ce sont uniquement les blacks. On sent l'idéologie anti-blanche sous-jacente de Mme Haïm, qui va sûrement être très à l'aise auprès du candidat Macron. On avait remarqué Laurence Haïm dans l'émission Et Médias au moment des attentats d'Orlando, puisqu'elle avait taclé la direction d'ITélé. Toutes les chaînes news sérieuses sur le monde actuel passent le discours d'Obama, sauf ITélé qui était notamment en grève à ce moment-là, si mes souvenirs sont bons. Les réactions des people, des journalistes autour et de la classe politique autour de cette transition, de cette carrière, Laurence Ferrari, qui dirige actuellement le Grand 8 sur Canal+, donc le même groupe que ITélé. Pour Laurence Ferrari, Laurence Haïm sera absolument parfaite dans l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron. Un son de cloche légèrement différent pour Apathy, qui exprime sa déception après le choix de Laurence Haïm de quitter le journalisme pour la politique. Pour lui, c'est la défaite du journalisme. Et Robert Ménard va un petit peu plus loin, puisque pour lui, Laurence Haïm, qui devient le porte-parole d'Emmanuel Macron, ce sont les rapports incestueux de la presse politique au grand jour. Et alors ce tweet ne passe pas du tout dans la presse, puisque justement Robert Ménard est un ancien journaliste. LCI, Robert Ménard, journaliste devenu maire, reproche à la journaliste Laurence Haïm de rejoindre Emmanuel Macron. Alors, plutôt que mettre Robert Ménard au pilori, je lui ai posé tout simplement la question, pourquoi est-ce que vous reprochez à Laurence Haïm de faire quelque chose que vous-même, vous avez fait ? Je me souviens de discussions avec elle sur le thème, comme j'étais à iTélévision en même temps qu'elle, sur le thème, à moi je faisais de la politique quand j'intervenais, j'avais des prises de position politiques, et elle ne faisait pas de politique. Elle était une journaliste qui se contentait de faire objectivement son métier. Ce propos, je l'ai entendu à mon égard et à l'égard d'autres journalistes de la même sensibilité, si j'ose dire, que moi, je l'ai entendu 25 fois venant de soi-disant professionnels qui, eux, se tenaient à distance du monde politique. Et vous découvrez que, évidemment, pas. Simplement, ils ont d'autres orientations, d'autres choix, d'autres engagements. Pas les vôtres. Alors moi, quand je faisais du journalisme en défendant à iTélé ou à RTL un certain nombre de points de vue, je faisais de la politique et on me fout dehors, puisque c'est ce qui s'est passé. Et quand d'autres ont d'autres points de vue et finissent une fois de plus dans les bras de telle ou telle politique, ah là non, ils font pas de la politique, ils font leur métier objectivement. Écoutez, c'est se moquer du monde. Oui, c'est très intéressant, effectivement, la conception des journalistes, quand ils défendent la pensée unique, ils ne font pas de politique. C'est naturel. Robert Ménard dit aussi une phrase que je trouve très bonne. Les journalistes se prétendent les gardiens de la démocratie. En fait, ils sont les gardiens du système. Et si vous êtes les gardiens du système, de leur point de vue, vous ne faites pas de politique. C'est assez logique. Et donc, c'est assez logique de passer d'ITélé au soutien à la campagne de Macron, parce que Macron, c'est formidable. Macron, c'est le candidat de Soros, c'est le candidat des banques, c'est le candidat des médias. Vous savez, il y a deux sortes de candidats. Ça, c'est Dupont-Aignan qui a dit ça, c'est assez juste. Il y a les candidats qui ont un programme, et il y a les candidats qui sont programmés. Et Macron est le candidat programmé par le système. Voilà. Jusqu'ici, il faut le reconnaître, avec un certain succès. Rapprochement, en tout cas, entre une journaliste et Emmanuel Macron. Pourtant, le 3 novembre 2016, à Mediapart, Emmanuel Macron avait évoqué la connivence entre le monde politique et le monde médiatique. Et il avait déclaré qu'il y a aujourd'hui une connivence qui existe entre le monde politique et le monde médiatique dans laquelle je ne me complais pas. Alors ça, c'est d'une hypocrisie absolue, puisque l'un des principaux conseillers de Macron, dans son état-major, un poste beaucoup plus élevé d'ailleurs que Mme Haïm, c'est Bernard Mourad, qui est l'homme qui était l'un des principaux dirigeants du groupe Drahi, et qui a négocié avec Macron, quand Macron était secrétaire général adjoint de l'Élysée, la vente d'Orange, enfin de SFR, qui a négocié la vente de SFR
au groupe Drahi. Donc là, il y a une connivence entre l'État, les intérêts privés, Macron et Drahi et les médias de Drahi. Alors vraiment, Macron est l'homme de la connivence, mais toute l'habileté du système est de le présenter comme un type nouveau, différent, indépendant. Évidemment, c'est absolument, c'est une belle opération de propagande. Remarquable opération de propagande, Macron. En tout cas, ce changement de carrière, Laurent Saïm fait parler une fois de plus d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, de manière, je vous poserai la question de manière extrêmement machiavélique, est-ce que c'est le troisième homme nécessaire pour les médias? Alors, il y a toujours un troisième homme dans une élection présidentielle. Il y a eu Chirac en 81, il y a eu Barre en 88, il y a eu Chirac à nouveau en 95, il y a eu Chevènement qui a fini à 5% en 2002, puis Le Pen. En 2007, c'était Bayrou. Il y a toujours, en 2012, c'était Marine Le Pen. Il y a toujours un troisième homme. Ça fait partie de la scénarisation. L'élection présidentielle, elle est scénarisée. Il y a donc un troisième homme. Mais faut pas négliger le troisième homme. Le troisième homme, il peut arriver en finale. Ça a été le cas de Le Pen en 2002, Jean-Marie. Le troisième homme, il peut aussi gagner. Il peut aussi gagner. Ça a été le cas de Chirac en 95. Et donc, tout l'objectif du système est de placer Macron comme troisième homme, parce que ça nourrit le suspense, ça nourrit l'intérêt pour l'élection présidentielle, et pourquoi pas d'essayer de le faire gagner, parce que ça va être un match intéressant d'ailleurs, parce que là, au fond, les médias, ils ont encaissé des buts. Ils ont encaissé des buts avec le Brexit. Ils ont encaissé des buts avec l'élection de Trump. Ils ont encaissé des buts avec la défaite de Juppé. Pas oublier, ils avaient deux candidats au départ, Juppé et Macron. Il leur reste Macron, et donc ils vont essayer de faire passer Macron. Pas sûr que ça marche, pas sûr que ça échoue non plus. Et c'est la fin de cette partie, Jean-Yves. J'imagine que vous avez presque comme d'habitude une recommandation de lecture, au moins un coup de chapeau. Alors d'abord, j'ai une recommandation, j'ai une date à recommander, vous voyez qu'en ce moment, il pleut des bobards tous les jours. Eh bien, ça tombe bien, c'est la saison des bobards. 6 février, à 19h30, au Théâtre du Gymnase à Paris, c'est la 8e cérémonie des bobards d'or. Donc voilà, j'invite nos auditeurs, nos amis internautes, nos spectateurs à noter la date du 6 février. Il pleut des bobards tous les jours. On va avoir une très belle cérémonie, je crois. 8 ans, on a dépassé l'âge de raison. C'est bon, ça sera des bons bobards. Ça sera des bons bobards, absolument. Et puis, alors, j'ai une petite recommandation à faire, un petit coup de chapeau à donner à une revue qui s'appelle Contes et légendes. Je les ai déjà salués d'ailleurs une fois précédente à propos des fables de La Fontaine. Et là, c'est un numéro qui est consacré à la légende du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde. Courage, noblesse, honneur sont des mots qu'on a un peu perdu l'habitude d'entendre, notamment dans les médias. De Camelot à Avalon, une histoire qui fascine depuis plus de 800 ans. C'est assez intéressant, c'est agréable, c'est joliment illustré avec des gravures du Moyen-Âge, de la Renaissance et puis de la période des pré-raphaélites anglais. Enfin, c'est intéressant et c'est beau, c'est en kiosque. C'est en kiosque. Bien, c'est la fin de cette émission. N'hésitez pas à la partager sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. N'hésitez pas à la commenter sur YouTube. Vous pouvez débattre avec des personnes qui ne sont pas forcément d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord non plus avec nous, n'hésitez pas à le signifier. N'hésitez pas aussi à mettre le petit pouce bleu pour faire remonter la vidéo dans les suggestions de YouTube. Et puis, continuez à nous envoyer les informations que vous voyez à l'adresse i-media@tvliberté.com. Jean-Yves. Rendez-vous la semaine prochaine.